presse, bonsoir. Une nouvelle fois très heureux de vous retrouver dans le cadre de cet exercice de redevabilité, la troisième fois depuis les débuts de cette semaine. Mais ce soir, nous sommes devant vous parce qu'il y a une question urgente qui concerne la République démocratique du Congo et tous les Congolais. Vous avez, j'espère, tous suivi hier que le directeur général de l'OMS déclarait la maladie du monkeypox ou variole du singe une urgence mondiale et la République démocratique du Congo est touchée. Il y a des cas qui sont vus ici en République démocratique du Congo. Et donc je ne suis pas spécialiste, mais lorsqu'on parle d'une urgence mondiale, on veut attirer l'attention, un peu plus d'attention. Donc on n'est pas encore dans une position, on va dire, c'est la panique générale. Et donc nous avons, nous, un spécialiste des questions de santé, d'hygiène et de prévention, le docteur Samuel Roger Kamba. Bonsoir. Bonsoir. Il est ministre de la Santé publique. Nous avons déjà eu l'occasion avec lui ici, à plusieurs reprises, de faire des exercices de redevabilité. Ce soir, docteur, nous voulons aller droit sur le but. Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter? Bien avant d'ailleurs de nous dire la définition du monkeypox et comment ça se contamine, mais est-ce qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, on a le droit de nous inquiéter? Bonsoir, Excellence. La réponse est carrément non. On va développer, mais la réponse aussi directe, comme vous l'avez demandé, est carrément non. Cependant, avant même d'ailleurs d'aller en détail, comme il y a quand même des malades qui sont en cours actuellement de traitement, j'ai quand même une pensée d'abord pour tous ces malades et pour les personnes qui sont décédées aussi, vraiment une pensée pour leur famille. Mais c'est vrai que l'OMS a déclaré une épidémie de portée internationale, tout simplement à cause du nombre de pays qui ont été touchés, premièrement. Deuxièmement, à cause du nombre de cas qui a augmenté récemment. Mais bon, on va aller en détail pour que les gens comprennent de quoi on parle. Alors, monsieur le ministre, c'est déjà quoi monkeypox ou variole du singe pour commencer? Bon, déjà c'est très simple, nous avons, nous médecins, chaque fois qu'on a un virus ou une bactérie, on lui donne un nom. On classe la famille. Et il y a une famille de virus qu'on appelle le Poxviridae, donc c'est la famille des pox, on va les appeler comme ça. Et cette famille avait donné une variole humaine dans les années passées, vraiment dans les années 50, 60 et tout ça, et qui avait été une maladie terriblement mortelle sur la planète. Et grâce au vaccin, on a réussi à stopper cette maladie définitivement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette maladie n'existe plus. Sauf que vers les années 50, en 1958 précisément, on découvre chez un singe une maladie qui ressemble à la forme qu'on avait chez les hommes. Et donc, on regarde, on trouve effectivement un virus de la même famille que le virus qui avait donné la maladie chez les hommes. C'est pour ça qu'on a dit que c'est la maladie, c'est la même maladie, mais pour les singes. Et comme c'est les singes en anglais, c'est monkey, c'est pour ça qu'on appelle ça monkeypox. Donc c'est la variole de singe qui a été découverte en 1958. Et en 1971, on découvre pour une première fois un cas en RDC chez un humain qui ressemble vraiment à la variole qu'on avait, mais quand on prend les tests, on se rend compte que c'est la variole du singe, c'est le virus du singe qui est passé chez l'homme. Ce qui fait que depuis ces années-là, donc les années 70, dans notre pays, on voit de temps en temps cette maladie-là par petits spots comme ça, et surtout dans le nord du pays, donc dans les provinces du nord, c'est là où on voit souvent les petits spots et on dit donc que ça a évolué sous forme endémique. Il y avait une endémie comme ça qui a toujours été là et dont on ne parlait pas beaucoup parce qu'effectivement, en ce moment-là, il n'y avait pas de raison d'en parler beaucoup. Et donc voilà ce que c'est que le monkeypox. Mais il se manifeste lorsque nous regardons les vidéos, on a des irritations sur la peau. Comment on peut reconnaître quelqu'un qui est atteint du monkeypox et comment vous le traitez en République démocratique du Congo? Alors pour reconnaître, c'est assez facile, mais je vais donner quand même tous les autres symptômes qu'on ne reconnaît pas. Cette maladie commence comme toutes les grippes, toutes les maladies virales, souvent par des maux de tête, et souvent par de la fièvre, et bien sûr des douleurs musculaires, et puis progressivement apparaissent des boutons.
Et ces boutons sont assez reconnaissables parce que ça touche beaucoup le visage, ça touche les mains, même les paumes des mains, ça se généralise ensuite. Donc c'est facile de reconnaître quelqu'un qui a le monkeypox. Ce n'est pas une maladie secrète. Le problème, c'est que, on va parler de la contamination, mais j'en profite ici pour dire pourquoi est-ce que nous sommes particulièrement, nous les scientifiques et surtout maintenant nous les décideurs, on est surtout intéressés à contrôler la maladie, parce qu'il y a une forme, la forme sexuelle, qu'on n'avait pas beaucoup avant. Avant, le contact, je vous dirais, c'était l'homme et l'animal. Quand on mange la viande de singe et quand on mange la viande d'un autre animal mort, et ou quand on va manipuler les animaux morts, eh bien, ce contact-là faisait que le virus passait de l'animal à l'homme. Et donc c'est ça, ce mode de contamination par contact que l'on connaissait. Sauf que on s'est rendu compte, notamment quand ça s'est passé récemment en Occident, que la transmission sexuelle est devenue aussi un problème. Ça veut dire qu'il y a un variant, il y a une forme de virus qui a changé un peu et qui se transforme, qui se transmet par voie sexuelle. Et ça change beaucoup, tout simplement parce qu'on a moins de signes. La première forme, on a beaucoup de signes, c'est spectaculaire, ça se voit. Et donc, on peut éviter le contact. La forme sexuelle se manifeste essentiellement par des boutons toujours, mais qui sont plus au niveau de la région sexuelle, ce qui fait qu'on ne les voit pas. Et donc on voit beaucoup cette maladie chez les personnes, on dit les travailleurs du sexe. Et c'est pour cela qu'on voit à l'est du pays, et ça c'est nouveau, beaucoup de cas de transmission par voie sexuelle chez les travailleurs du sexe, notamment les personnes malheureusement qui vivent de cela. Et donc c'est là qu'on voit beaucoup aussi cette maladie. Et ça se voit pas beaucoup. Donc voilà, je crois qu'on pourra nous présenter plus ou moins la cartographie de comment la maladie se situe en République démocratique du Congo. Comme vous l'avez dit, c'est plus dans l'Est, plutôt dans la partie nord. Il y a deux formes. Il y a la forme habituelle dont j'ai parlé au départ, qu'on a depuis les années 70, qui se promène un peu par spot, qui était surtout dans le nord. Et maintenant, il y a une forme beaucoup plus présente dans l'Est, et celle-là est à transmission sexuelle. Mais les deux sont mélangés. Les deux sont mélangés. Voilà, on va ouvrir la série des questions. J'espère que nous serons droit au but pour permettre au ministre de la Santé d'être un peu plus clair dans ce qu'il a déjà dit. Donc il n'y a pas des sujets de panique. La situation est bien sur contrôle, mais nous parlerons aussi, Monsieur le ministre, de la vaccination où nous en sommes, comme c'est une question d'urgence mondiale. On va commencer la série des questions avec Madame Joséphine Mawete, qui sera suivi de M. Pascal Moulegua. Voilà, M. Pascal Moulegua, allez-y, vous êtes... Et puis ce sera Jacques Moulouba. Prière de vous positionner déjà, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le ministre. L'Africa CDC, qui est l'agence sanitaire de l'Union africaine, estime qu'il y a un risque que l'épidémie soit incontrôlable. Notre pays est le plus grand cluster. Voudriez-vous nous dresser la situation sur l'étendue de la République et les risques qui est une épidémie incontrôlable? Monsieur le porte-parole du gouvernement, vous avez sûrement suivi Paul Kagame hier. En l'écoutant, il monologuait en posant des hypothèses comme quoi l'armée rwandaise, si elle était en RDC, c'était parce que la problématique d'FDLR était encore d'actualité, et comme quoi si l'armée rwandaise n'est pas en RDC, c'est parce que vous rassurez que vous avez déjà réglé la question des FDLR. Aujourd'hui, pouvons-nous encore dire que le Rwanda demande son soutien ou bien la présence de ces troupes en RDC, ou pouvez-vous aussi dire en tant que gouvernement de la RDC que les FDLR ne se posent plus comme problème aujourd'hui?
Alors, je pourrais répondre à votre question, mais à la fin de cet exercice, comme ça on est sûr qu'on épuise d'abord le sujet principal, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, allez-y. Merci beaucoup. Alors, l'Africa CDC a effectivement déclaré aussi une urgence de portée continentale. L'Africa CDC l'a fait parce qu'on est arrivé à 17 pays qui sont touchés. Quand on dit touché, ça veut dire qu'on a repéré au moins un cas ou 2 cas. C'est ça que ça veut dire être touché. Et donc dès lors qu'on voit que le virus commence à se promener au niveau de l'Afrique, en ce moment-là, on a intérêt effectivement à alerter tout le monde en disant « Bon, ben, écoutez, prenez des mesures pour que cette épidémie ne devienne pas justement incontrôlable. » Je vous ai expliqué que la transmission sexuelle est assez dangereuse dans la mesure où on ne voit pas beaucoup les symptômes. Donc il faut que les gens se réveillent et comprennent que les mesures de précaution à prendre doivent être maintenant répandues pour que les gens ne se trompent pas et qu'ils n'aient pas des rapports non protégés ou des rapports avec des personnes qu'on ne connaît pas, dans la mesure où le risque de transmission est grand dans ces conditions-là. Deuxièmement, Africa CDC a fait ça aussi, même pour l'OMS aussi, pour qu'on mobilise les ressources. Je crois que le ministre vient de parler des vaccins dont on va effectivement parler, mais de toutes les interventions possibles. Comme la maladie ne respecte pas de frontières, il faut que tout le monde soit mobilisé. Et c'est pour cela qu'on dit, c'est une déclaration de portée continentale pour l'Africa CDC, de portée internationale pour l'OMS, pour que tout le monde se mobilise en disant, ok, nous avons une maladie quelque part, faisons tous ensemble les efforts pour que cette maladie-là ne se généralise pas et s'arrête d'ailleurs là où elle est. Je vous ai dit que cette maladie évolue chez nous sous forme endémique, c'est-à-dire par spot depuis très longtemps. Mais on voyait bien que tant que ça ne touche pas à certains pays, eh bien, il n'y a pas de réaction. Et donc là, c'est pour dire à tous les pays, eh bien, écoutez, n'attendez pas qu'une maladie se généralise pour que vous puissiez réagir. Merci. Voilà, Monsieur le ministre, vous avez parlé des mesures à prendre, on va y revenir tout à l'heure. Madame Joséphine Mawete, s'il vous plaît. Monsieur le ministre de la Santé, la question liée au Mpox aujourd'hui devient de plus en plus importante. Il y a quelques mois, cette question n'était pas suivie de près par les ministres de la Santé. Maintenant, vous vous êtes mis. Ma question est celle de savoir, est-ce que pourrons-nous, dans quelques jours, envisager la vaccination des populations dans les zones touchées? Mais aussi, il y a de cela 4 ans, lorsqu'on parlait de la Covid-19, il s'était carrément imposé une crise de communication publique. Quelles mesures les ministres de la Santé prennent-ils afin que cette crise sanitaire soit accompagnée par la communication? D'abord, avant que le ministre ne réponde, je voudrais que vous puissiez non pas rectifier, mais vous rappeler que le ministre a fait, je pense, il y a 1 ou 2 semaines, en Conseil de ministres, le point sur les maladies que nous avons en République démocratique du Congo. Et il a bien évidemment mentionné les monkeypox et nous en avons parlé. Et donc, si nous revenons à travers ces briefings pour encore parler davantage, c'est parce on a décrété une urgence mondiale. C'est important pour notre population de comprendre c'est là ce que ça veut dire, mais c'est une question qui est déjà suivie de près parce que le ministre aura l'occasion par exemple de vous dire comment on organise les soins dans tous les clusters qui ont été identifiés à travers le pays. Merci. Monsieur le ministre, vous pouvez répondre aux autres questions. Oui, mais merci beaucoup. Alors, bien entendu, toutes les maladies virales s'arrêtent presque toujours grâce à la vaccination. Je sais que parfois, les gens s'emportent contre la vaccination, mais sachez que toutes les maladies virales s'arrêtent avec la vaccination. Je vous ai dit que le monkeypox que nous avons est une variante d'une variole humaine qu'on avait avant et dont personne ne parle plus d'ailleurs. Et d'ailleurs, avant de répondre à votre question, je profite de ça pour vous expliquer une des raisons pour laquelle aujourd'hui le monkeypox devient un problème. C'est que les générations antérieures qui ont toutes été vaccinées contre la variole humaine étaient protégées. Mais ces générations-là sont de plus en plus vieillissantes ou ont disparu. Ce qui fait que la plupart des jeunes aujourd'hui n'ont pas cette protection qui avait été faite grâce à la vaccination de la variole humaine. C'est pour cela qu'une des raisons qui explique que le monkeypox aujourd'hui est un peu plus importante qu'il y a quelques années. Et donc, la vaccination, oui, c'est une des solutions. Ce n'est pas la seule solution. La première solution, vraiment, c'est la prévention. C'est d'éviter
la maladie. Quand on a la possibilité de l'éviter, il faut l'éviter et on va dire comment est-ce que ça s'évite. Mais oui, il faut vacciner. Et nous avons déjà dans notre plan stratégique défini les besoins en vaccins. Maintenant, il faut accéder à ces vaccins qui sont très chers. C'est pour cela que le CDC Afrique a décidé de communiquer là-dessus pour que tout le monde se mobilise. Par exemple, nous avons besoin d'à peu près 3 millions de doses de vaccins. Parce que nous estimons que si nous vaccinons un peu plus de 2 millions, 2 500 personnes dans notre pays, on pourrait stopper la maladie. Mais si on doit vacciner ces 2 500 personnes, on a besoin de 3 500 000 doses. 3 500 000 doses. Pourquoi? Parce qu'il y a un vaccin qu'on peut donner chez les enfants, c'est en 2 doses. Et le vaccin chez l'adulte, c'est en 1 dose. Ce qui fait qu'on a besoin d'à peu près 3 500 000 doses. Mais si on doit les avoir, je peux vous assurer que c'est en centaines de millions de dollars. Voilà pourquoi est-ce que c'était important de demander à la communauté internationale de se réveiller, de dire mettons les moyens, mettons les ressources pour que nous puissions avoir accès à ces vaccins. Donc ça c'est pour la vaccination. Oui, nous allons avoir accès aux vaccins, nous les avons même déjà demandé parce qu'il y a un vaccin japonais et un vaccin américain. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y en a un qu'on peut donner en 2 doses chez l'enfant et un autre qu'on peut donner en 1 dose chez l'adulte. Maintenant, le vaccin ne résout jamais tous les problèmes tout seul. Comme je dis, on va vacciner 2 500 000 personnes si on a toutes les doses, mais on ne va pas vacciner tout le Congo. Mais ça veut dire qu'il y a d'autres mesures que l'on doit prendre. Maintenant, par rapport à la communication, je l'ai dit hier dans ma communication qui est passée sur les réseaux, que désormais on va avoir un seul centre de communication qui sera au niveau du ministre de la Santé, pour éviter justement toutes les rumeurs et toutes les informations qui ne sont pas vraies. Parce que nous allons vous dire chaque semaine, parce que moi j'ai une réunion stratégique chaque lundi avec tous les partenaires, avec l'Africa CDC, j'ai 20 experts de l'Africa CDC qui sont positionnés ici, j'ai mon équipe de COUSP, le Centre d'opération d'urgence de santé publique, et donc nous avons les meilleures informations. Donc pour éviter que les gens commencent à donner des informations qui ne sont pas vraies, et donc nous allons effectivement avoir une communication de très haut niveau en collaboration avec le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication. Merci. Évidemment, nous allons vous impliquer dans l'accompagnement de cette stratégie des communications. On va prendre les questions de M. Jacques Moulouba et M. Oscar Mbale et Pichou Moulumba se préparent pour les questions qui suivront. Monsieur le ministre, une question en rapport avec les statistiques. Jusque-là, la maladie a causé combien de morts, combien de contaminés en République démocratique du Congo? Et vous avez parlé de précautions. Outre la voie sexuelle, quelles sont les autres précautions à prendre par la population pour ne pas être contaminée? Et dans le même chapitre, avant-hier c'était Ebola en République démocratique du Congo, hier Covid-19, aujourd'hui la variole des singes. La RDC et le ventre mou de l'Afrique prédisposés à recevoir toutes les formes de maladies. Une dernière question. Couverture santé universelle dans son volet gratuité de la maternité. J'en profite, monsieur le ministre, puisque vous êtes là. À quand la deuxième phase prévue pour les provinces? Et il se pose un problème, il me semble, dans certains centres de santé aujourd'hui. Il y a un grand nombre de femmes qui viennent, mais les infrastructures, les structures d'accueil ne sont pas accompagnées. Et si ce n'est pas un secret de Polichinelle, combien reçoit, par exemple, la clinique Ngalema par mois pour faire aboutir la gratuité de la maternité? Merci. Ok. Alors pour ce qui est des statistiques, les chiffres sont très clairs, c'est très facile. On a, depuis le début de l'année, 15 660 cas. Depuis le début de l'année. Alors, je vais vous montrer la différence entre... au début, on tournait autour... Quand je vous ai dit qu'on était dans les années 70, parfois on avait 500 cas, parfois on avait 2000 cas, parfois on avait... Ça bougeait beaucoup. Et puis on a vu que depuis 2021, 2022, le nombre de cas commence à augmenter. Et comme je vous dis, avec 2 facteurs majeurs. Le premier, c'est cette baisse de l'immunité parce qu'on n'est plus protégé par l'ancienne vaccination qu'on avait contre la variole humaine. Mais le deuxième, c'est aussi la transmission sexuelle qui est devenue une forme de transmission
transmission qu'on n'avait pas avant. Et donc, en 2022, on a vu monter des cas jusqu'à 9 000 à peu près, et maintenant on est à 15 600 cas. Voilà à peu près le nombre de cas. Combien on a eu des décès? 548 décès en RDC. Et donc, voilà les chiffres. Ça, c'est 548 décès. sur 15 000. Sur 15 000. Donc à peu près... On est à 3,5 à peu près, 3,6 le taux de létalité. Et donc voilà à peu près les chiffres. Et donc nous pensons que effectivement cette maladie-là, si on fait une bonne stratégie de contention avec toutes les mesures que l'on va prendre, et donc je vais donner les mesures, eh bien on peut effectivement arriver à stopper cette maladie. Alors maintenant, je vous ai expliqué comment ça se contamine. Ça se contamine par, on va dire, le liquide qu'il y a dans les boutons. Le liquide qu'il y a dans les boutons. Donc du coup, si on maintient seulement des mesures d'hygiène, on réduit déjà le risque de contamination. Tout simplement parce que si vous avez touché quelqu'un et que vous lavez les mains avec du savon, c'est terminé. Le virus, vous n'allez pas l'attraper. Si vous avez touché quelqu'un et que vous mettez des solutions hydroalcooliques, vous êtes protégé. Si vous n'allez pas prendre, par exemple, pour des gens qui sont dans la même famille, si vous ne dormez pas dans le même lit, avec les mêmes draps, parce que le nombre de fois que la personne est dans le lit peut laisser beaucoup de virus, et si vous ne dormez pas dans le même lit, si vous n'utilisez pas les mêmes ustensiles, eh bien vous êtes protégé. Donc c'est vraiment les mesures d'hygiène. Bien sûr, on peut avoir des contaminations sexuelles, comme j'ai dit, et ça, c'est vrai que c'est facile aussi à prévenir. Donc, en termes de prévention, les mesures d'hygiène. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, par rapport à Ebola, Covid, variole, d'abord, il faut remercier Dieu d'avoir un pays aussi grand et une forêt aussi grande. Mais sauf que, dans cet environnement-là, il faut savoir que le contact entre l'homme et l'animal peut créer des problèmes. Et là, quand vous citez Ebola, on sait que c'est une zoonose, c'est une maladie causée par le contact de l'homme et de l'animal. Pareil pour le monkeypox. Mais Covid, ce n'est pas venu de chez nous. Covid, c'est une pandémie mondiale. Nous avons été victimes comme tous les pays. Et encore, nous, on a été moins victimes parce qu'on a été très proactifs. Donc, la RDC n'est pas le ventre mou. Il y a des Covid, ça a tué des gens dans le monde entier. C'est pas venu de chez nous. Hein. On peut dire que la Chine, ou je sais pas, où ça a commencé, c'est aussi un gros ventre mou. Non. Je pense que c'est juste que nous sommes dans un équilibre avec les animaux. Nous devons tenir compte de ça quand nous sommes en rapport avec ces animaux par rapport aux maladies. Alors maintenant, pour la deuxième question par rapport à la couverture santé universelle, j'ai déjà répondu. J'en profite pour dire, depuis qu'on a lancé, que le président de la République a lancé ce programme, nous avons pris en charge, tenez-vous bien, 800 000 mamans et bébés gratuitement. Et on attend les derniers chiffres et je pense que les derniers chiffres vont nous montrer que nous avons pris 1 million de personnes gratuitement. Et ça veut dire qu'on a rendu un service énorme à la population. Imaginez si toutes ces mamans avaient payé. Quelles seraient les sommes qu'on aurait pris dans les poches des gens? Donc en fait, c'est un effort que le gouvernement a fait qui est très important. Mais n'empêche qu'il y a des problèmes, des infrastructures. Mais ça, on le dit, on le répète depuis le début. Ces infrastructures sont abîmées depuis 1960. Nous sommes en train de les remettre en place. Mais on ne peut pas dire ne soignons pas les mamans parce que les infrastructures ne sont pas encore bonnes. Il faut le faire, il faut continuer à le faire. Et on est très transparent par rapport au montant. Je le dis tout le temps et je le répète. On a d'abord décidé qu'aucun dollar ne passe de main à main. Tout passe par voie bancaire. Donc tout ce que je peux vous dire, vous pouvez le vérifier. Et pour Ngaliema, ça tourne autour de 90 000 dollars par mois. Vous pouvez vérifier avec eux. De toute façon, c'était la seule dérogation pour ce soir parce que nous voulons exclusivement parler du monkeypox pour que tous les Congolais arrivent à avoir la compréhension. On va prendre les questions qui suivent avec Oscar Mbal. Mais je dois rappeler ici ce que Jacques Moulouba disait. Monsieur le ministre, nous avons une expertise avérée
dans la gestion des épidémies. Et donc c'est la preuve qu'aujourd'hui, qu'on n'a pas attendu, nous, l'urgence de santé mondiale pour bien prendre en charge les sujets. Nous allons tout à l'heure revenir encore sur les mesures qui seront diffusées sur écran et c'est sur ça que nous allons insister pour éviter toute forme de contamination. Monsieur Oscar Mbal, allez-y avec vos questions sur les monkeypox, s'il vous plaît. Oui, merci pour la parole. J'ai une petite question à poser au ministre de la Santé publique parce que de par les thèmes riposte contre le Mpox, je voudrais savoir quel est le plan de contingence de cette maladie dans les zones touchées et quelles sont ces zones justement. Très bien. Alors les zones touchées, je vous ai... on peut revenir sur écran. Je pense qu'on avait montré les tableaux de toutes les provinces et des statistiques dans toutes les provinces. Alors les zones touchées, qu'on appelle nous les hotspots, les zones chaudes, c'est les provinces où il y a énormément de cas. La première province qui est la plus touchée, c'est l'Équateur, qui a plus de 5000 cas à lui tout seul. Et puis il y a le Sud Kivu, mais il y a aussi le Sankuru, il y a la Chapa, Chopo, il y a Nord-Sud Bangui. En tout cas, vous avez la liste de toutes les zones touchées. Nous n'avons pas attendu la communication, comme venait de dire le ministre, pour réagir. Nous avons, rappelez-vous, mis en place un centre d'opération d'urgence de santé publique depuis plus d'1 an maintenant, le COUSP, qui réagit quasi automatiquement maintenant, parce qu'avant, vous vous rappelez, quand il y avait une épidémie, il fallait d'abord attendre de créer une structure. C'est comme ça qu'on avait fait pour Covid, mais c'est comme ça qu'on avait fait aussi pour Ebola. Et donc on avait décidé déjà qu'on ne va plus créer des structures, on va mettre une structure permanente d'anticipation et de réaction rapide. Alors dès qu'il y a une information sanitaire qui sort quelque part, le COUSP se déploie immédiatement pour faire plusieurs choses. Première chose, c'est pour s'assurer qu'il y a un vrai phénomène de santé publique. Deuxième chose, c'est pour évaluer l'ampleur de ce phénomène de santé publique. Troisième chose, c'est pour prendre les mesures de contingence, de surveillance et enfin les mesures de prise en charge. Alors le plan, il passe par ces 3 étapes-là. La première étape, c'est vraiment l'information. Comme je viens de dire, que si on est bien informé, on évite cette maladie. Et l'information, c'est les mesures d'hygiène à prendre. Lavez-vous les mains régulièrement avec du savon. Évitez les personnes qui ont des boutons sur le corps. Et quand vous voyez ces boutons, quand vous-même vous allez voir si c'est du monkeypox. Ça peut être tout à fait autre chose. D'ailleurs, pour votre information, pour la ville province de Kinshasa, aujourd'hui on est autour de 10 cas. Quand vous comparez à 5000 cas à l'Équateur, vous voyez la différence. Et il y a des provinces où on a 1 cas, il y a des provinces où on a 2 cas. Mais nous disons que l'épidémie est partout dès lors qu'il y a 1 cas. Donc voilà pourquoi nous disons que toutes les provinces sont touchées. Il ne faut pas que les gens pensent qu'il y a du monkeypox en train de circuler partout. Les hotspots sont toujours les hotspots. On est entre 7 et 12 hotspots maintenant. Et donc pour ces zones-là, en dehors de l'information, la deuxième chose, c'est le contentement. Là, on essaie de contenir grâce donc à l'isolement que l'on peut faire des gens qui sont très touchés. Et deuxièmement, grâce à la vaccination qui va arriver. En dehors de ça, arrive maintenant la prise en charge. Malheureusement, comme pour tous les virus, c'est rare de trouver un médicament contre un virus. La grippe, il n'y a pas de médicament. Il y a très peu de virus pour lesquels on a un médicament. Monkeypox, on a essayé dans certains pays aux États-Unis, parce que vous savez que cette maladie, ce n'est pas seulement en RDC. On a trouvé le monkeypox aux États-Unis. Et on a trouvé le monkeypox en Europe. Et donc, on a essayé un médicament. Là-bas, ils ont soigné les gens sans avoir vérifié. Mais nous, on a testé ce médicament ici. On a fait l'étude de ce médicament, notamment au Maniema et au Sankuru, avec l'équipe du professeur Mouyembe. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est le travail qu'on fait en backup. Quand on vient ici, on en parle. Eh bien, l'étude a montré que ce médicament n'est pas efficace. En tout cas, aux doses qui est utilisées, ce médicament n'est pas efficace. Donc, on n'a pas un traitement spécifique. Par contre, en améliorant la prise en charge générale, c'est-à-dire en évitant les surinfections des microbes grâce aux antibiotiques, en évitant que la personne soit affaiblie par la malnutrition, en évitant que la personne ne se déshydrate, on arrive à soigner beaucoup de gens. C'est pour ça qu'on a un taux de mortalité de 3,6.
Voilà, on va prendre la question de Pichu Munumba et puis, Monsieur le Ministre, on devra faire une petite pédagogie en lingala pour arriver à sensibiliser aussi les compatriotes. Allez-y, M. Munumba. Merci, Monsieur le Ministre. Je note qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, donc les propos du ministre de la Santé sont rassurants. Mais j'aimerais que, Monsieur le Ministre, que vous apportiez des éclaircissements sur les facteurs qui sous-tendent la propagation de cette variole des singes en RDC et nous dire, au-delà de la vaccination qui est attendue, quelles actions envisagez-vous entre-temps pour atténuer ces facteurs dans le meilleur délai. Et je crois qu'une partie de ma deuxième préoccupation a été posée, c'est concernant les zones touchées, parce que le pays, vous l'avez dit, dispose d'une expérience avérée dans la gestion des épidémies. Comment préserver les zones non touchées du pays, mais situées à proximité des zones affectées? Alors je répète encore que ce que nous vivons là, c'est le fait que ce virus apparaît de temps en temps, mais de manière d'ailleurs très spontanée, entre dans le rapport de l'homme et de l'animal. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas éviter, parce que vous ne pouvez pas aller dire à quelqu'un dans un village très, très lointain, attention, si tu touches au singe, il va y avoir un problème. Mais ça a toujours été un équilibre qui a toujours été plus ou moins supporté. Les facteurs qui sous-tendent, le premier facteur, j'ai dit, c'est la transformation de la transmission qui devient sexuelle. Et ça, c'est un facteur qu'on va dire assez nouveau parce que ce n'était pas ça le mode habituel de transmission. Donc la transmission sexuelle, c'est un facteur qui sous-tend. Et pour ce facteur-là, vous comprenez que la prévention, c'est-à-dire le fait d'éviter des rapports avec des personnes qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas l'hygiène, dont on ne connaît pas les endroits dont ils viennent, eh bien, si on diminue ça, eh bien, on diminue cette transmission. C'est vraiment ça. L'hygiène, je l'ai déjà dit. Maintenant, les facteurs qui sous-tendent, c'est aussi le fait qu'on n'était pas immunisé. Je vous ai dit qu'on avait ce virus chez nous par petite épidémie. C'était donc quelque chose avec laquelle on vivait un équilibre très important. Mais maintenant qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ne sont pas vaccinés contre l'ancienne variole qu'on avait de l'homme, eh bien, les défenses du corps sont plus amoindries et donc il faut être beaucoup plus prudent. C'est vraiment des facteurs d'hygiène. Et c'est ça qui va permettre que le virus ne continue pas à se propager. Voilà, on va prendre les 3 dernières questions en série. Après, nous répondrons, évidemment, Monsieur le Ministre, nous passerons en lingala et nous reviendrons surtout sur les mesures qui ont été prises pour nous permettre de nous assurer que nos compatriotes ont bien compris comment s'y prendre avec cette maladie. Donc, on va prendre Monsieur Benoît Niemba, Madame Sergine Rehema et on va terminer avec Madame Kitita. On note les questions et on répondra en une série à la fin. Excellence, vous avez parlé, le gouvernement a déjà fait commande sur le vaccin. De quoi? Sur le vaccin. Oui. Vous avez déjà passé de commande sur le vaccin. On veut juste savoir, à l'époque de Covid, on a eu plusieurs sortes de vaccins qui ont même été un peu, qui n'étaient pas compatibles à certaines personnes un peu plus âgées. Aujourd'hui, maintenant, le gouvernement a pris quelles précautions pour que ces vaccins soient compatibles à tous? Et puis, si ce n'est pas un secret, est-ce qu'on peut avoir le nom de partenaire qui va livrer le vaccin pour le Congo? Merci. Madame Rehema, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, vous avez parlé, en fait, on parle d'une urgence sanitaire. En venant ici, en tout cas, moi, je m'attendais à des mesures que le gouvernement allait annoncer, des mesures prises pour pouvoir bien gérer cette question. Deuxième question, à Kinshasa, on compte déjà combien de cas? Et puis une dernière question, est-ce que les mesures à observer, ce sont les mêmes mesures ou le comportement adopté, c'est le même comportement qu'on avait adopté avec la Covid-19? Merci. Madame Rachel, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le porte-parole. Des petites questions de précision. Monsieur le ministre de la Santé, entre-temps, on en guérit comment? Quand on est atteint ou pour ceux qui suivent des cas, des personnes qui sont atteintes de cette maladie à la maison, comment on fait pour en guérir? Est-ce qu'il y a possibilité de la mise en quarantaine comme ça l'a été avec la Covid-19? Et puis, est-ce qu'il y a des personnes à haut risque
qui sont potentiellement exposés pour atteindre cette maladie. Est-ce qu'il y a un trait avec la consommation de la viande boucanée? Cette maladie, Monkeypox, et aussi Kinshasa est-elle exposée à cette épidémie avec le reste des provinces en dehors des foyers où l'on retrouve l'épidémie de Monkeypox? Merci. Merci. On termine avec Fabrice Oningala. Matondi mingi mulobeli ya mbula matari zambi nazali na motuna moko na ntoma ko ngira kamambia bokolongono bonzoto bai Congo démocratique bakotuna obe mituna pona koyeba ponini bokono yango yaka obe na Congo démocratique to uti bongo na coronavirus bokono mosusu ebimi maladi mampo bali koyeba ekoteli ndenge nini bino bokolengela mpona kotelemela Zambie bokono wana na mboka ya Équateur pe na bituka misusu. Merci. Voilà. Monsieur le ministre. Alors, est-ce qu'il y a des vaccins compatibles avec tous et des vaccins qui ne sont pas compatibles avec tous? Ça ne fonctionne pas comme ça. Un vaccin, c'est un produit qui est utilisé pour prévenir qu'on attrape une maladie. Mais ça reste toujours un produit extérieur. Comme un médicament, comme n'importe quoi qui rentre dans le corps humain, on réagit toujours différemment. Mais de manière générale, pour qu'un vaccin soit utilisé, il y a plusieurs études derrière, plusieurs tests derrière qui finissent par dire il n'y a pas de risque de santé publique quand on utilise tel médicament ou tel vaccin. Vous pouvez prendre du paracétamol, du Doliprane et mourir parce que votre foie est abîmé immédiatement, alors que tout le monde prend du paracétamol. On ne peut pas dire tiens, arrêtons le Doliprane parce qu'une personne est morte. Mais vous, votre foie n'a pas réagi comme ça. Et donc du coup, on ne peut pas dire il y a des vaccins compatibles ou pas compatibles. Ça ne marche pas comme ça. C'est est-ce que si on donne ce vaccin, est-ce qu'il y a des risques de santé publique? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires que l'on peut remarquer? Eh bien, la plupart des vaccins qui sont utilisés sont des vaccins qui sont inoffensifs en fait. Et je vous ai dit que la plupart des maladies virales sont terminées par le vaccin. Tous nos petits-enfants sont vaccinés tous les jours contre la rougeole, contre la rubéole, contre l'hépatite. Ce sont des vaccins. Et ce sont les mêmes firmes là qui fabriquent les mêmes vaccins là en fait. Il n'y a pas de vaccin que l'on décide, bon celui-ci on va l'utiliser pour faire ceci, pour faire cela. Non, ce sont des vaccins qui sont, sinon imaginez, tous nos petits-enfants sont vaccinés tous les jours dans le monde entier. Moi je suis pédiatre, j'ai passé mon temps à vacciner des enfants, c'était même pas ici, c'est une des choses qu'on fait. On a même un calendrier vaccinal, un calepin comme ça on remplit. Donc la question n'est pas est-ce qu'il y a des vaccins compatibles, tout ça. Ce qui s'est passé pendant Covid, c'est que ces vaccins-là ont d'ailleurs été beaucoup plus pris à l'extérieur qu'en Afrique. Vous vous rappelez qu'en Afrique, on n'avait même pas accès à ces vaccins-là. Donc ces gens qui ont fabriqué ces vaccins, ils les ont pris d'abord eux-mêmes. Ils ont pris eux-mêmes. Et nous, ils ne voulaient même pas nous les donner. Nous, on a dû se battre, et j'étais d'ailleurs à l'Union africaine avec le président de la République à ce temps-là, pour avoir les vaccins, c'était difficile. C'était difficile. Donc, par contre, gardez juste à l'esprit qu'on finit les maladies virales, parce qu'on n'a pas de traitement contre les maladies virales, par les vaccins. Et c'est quelque chose qu'on a découvert en médecine depuis des centaines d'années. Et donc, par rapport à celui-là, on a 2 vaccins, un américain et un japonais. D'ailleurs, vous voyez, on se bat pour les avoir, parce que par exemple, là, on a réussi, les Belges ont dit, voilà, nous on peut financer 230 000 doses. Vous voyez que nous, on vous dit, on a besoin de 2 500 000. Ces gens, ils hésitent parce que les vaccins, ils sont chez eux, ils se disent, quand la maladie va arriver chez nous, comme ça on se protège. Donc nous nous battons pour avoir accès à ces vaccins-là. Il y en a de 2 sortes, tout simplement par rapport au fait qu'il y en a un qu'on peut donner chez les enfants et l'autre qu'on ne peut pas donner chez les enfants. Alors, maintenant, combien de cas sont touchés à Kinshasa? Mais je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit qu'il y avait 10 cas à Kinshasa. 10 cas qui, le premier cas, c'est quelqu'un qui est venu de Mai-Ndombe. Parce que là, Mai-Ndombe, c'est un hotspot, si vous regardez. Mai-Ndombe, c'est une zone où il y a beaucoup de cas. C'est la personne qui est venue de Mai-Ndombe qui a d'abord contaminé son enfant, qui a contaminé sa femme, parce que je vous ai dit, c'est vraiment le contact direct. Et puis donc, on en a à peu près 10. Et les 10 sont sous contrôle. Enfin,
8 sont confirmés, 2 on attend de confirmer, on a prélevé, ça y ressemble, mais on attend que le laboratoire nous confirme qu'ils sont effectivement touchés. Et donc, Dika Kinshasa, est-ce que les mêmes mesures sont les mêmes mesures que Covid? Oui et non. Oui, pour tout ce qui est hygiène, mais Covid, c'est une maladie à transmission respiratoire. C'est pour ça que c'était très dangereux. Et c'est pour ça la grosse différence. C'est pour ça que j'ai dit, on ne s'inquiète pas. On n'a pas besoin de mettre des masques pour le monkeypox. Pas nécessairement. Si je passe à côté de vous, que vous respirez, vous êtes monkeypox, je ne vais pas attraper le monkeypox. Par contre, si vous toussez dans ma figure, les grosses gouttelettes, je peux peut-être l'attraper. Mais ce n'est pas une maladie à transmission respiratoire comme Covid. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit, non, on n'a pas besoin de paniquer. On a besoin de prendre de bonnes mesures d'hygiène. On a besoin, et je réponds donc à cette question, vous dites, je m'attendais à des mesures spectaculaires. Mais non, la maladie n'est pas spectaculaire. Toutes les maladies infectieuses obéissent au même processus de contamination. Vous entrez en contact avec la bactérie ou le virus, vous l'attrapez. Donc première mesure, n'entrez pas en contact. Et pour cela, on vous dit, lavez-vous les mains si vous avez touché. On vous dit, ne prenez pas les habits de quelqu'un qui a des boutons comme ça sur le corps. Et d'ailleurs, les images sont là pour vous habiller ou pour dormir dans le même lit. Quand vous prenez ces mesures, vous évitez d'attraper la bactérie. Maintenant, la deuxième mesure qui est active, c'est la vaccination. La troisième mesure, c'est la prise en charge, le traitement. Et je vous ai dit que le COUSP intervient très rapidement maintenant dès qu'une maladie est notée quelque part. Et c'est pour cela que, quand vous voyez à l'Équateur, on a déployé déjà Médecins sans frontières. C'est pas nouveau comme je vous ai dit, surtout à l'Équateur. Et donc, on a déjà déployé toutes ces équipes qui travaillent sur le terrain. Moi, je suis venu surtout, effectivement, comme a dit le ministre, pour rassurer la population, parce que quand on entend urgence internationale, on s'est dit, oula, on va être mangé à quelle sauce maintenant? Non. C'est surtout pour mobiliser tout le monde, pour dire, écoutez, mettez les moyens pour que nous luttions tous ensemble efficacement contre cette maladie. Alors comment on guérit? Toutes les maladies virales guérissent grâce aux défenses du corps humain lui-même. Toutes les maladies virales guérissent grâce à la défense du corps lui-même. Ce que nous on fait, c'est qu'on traite les choses qui peuvent aggraver. Par exemple, si on attrape une bactérie, on appelle ça une surinfection. En ce moment-là, on met des antibiotiques. Si on se déshydrate, en ce moment-là, nous réhydratons la personne. On donne des perfusions, comme on dit. Si on a une déficience quelque part de rein, de ceci, nous, on traite maintenant toutes les complications qui peuvent arriver. Mais pour éliminer le virus lui-même, il n'y a pas de médicament, je l'ai dit tout à l'heure. Il n'y a aucun médicament contre les virus. Il y a très peu de virus pour lesquels on découvre des médicaments. Le VIH, on a réussi à trouver, mais la grippe, tous les ans on a la grippe, on n'a jamais trouvé un médicament contre la grippe. Et donc les maladies virales, le virus est éliminé par le corps lui-même. Si on supporte bien le corps, il va éliminer le virus. Maintenant, Nalingara Batuni, est-ce que Bokono a Je vais peut-être répondre à d'autres questions, tu veux regarder. Mais il y avait la question sur la viande boucanée, c'est une question fondamentale. Si on mange les macaques, est-ce qu'on ne devrait plus en manger Alors, la meilleure chose, c'est d'éviter le contact homme-animal dans la forêt, dans ces zones-là. Deuxièmement, éviter les animaux morts eux-mêmes. Vous trouvez un animal mort, vous le consommez parce que vous ne savez pas de quoi il est mort. Et puis troisièmement, les symptômes effectivement qu'on peut trouver dans cette maladie, on retrouve beaucoup chez les singes. On essaye d'éviter la consommation de viande, boucanée ou pas, qui viennent de singes. Ce que je n'ai pas dit aussi tout à l'heure, c'est que quand on a une viande qu'on doit préparer, il faut la préparer très sérieusement pour essayer d'éviter de détruire correctement le virus. Mais il ne faut pas manger des viandes pas suffisamment préparées. Mais les viandes boucanées de manière générale, je pense qu'il faut quand même diminuer la consommation, surtout quand on vit en périphérie des forêts, parce que là on ne sait pas. Voilà, Nalingala Sikoyo. Nalingala Sikoyo, est-ce que Bokono a un pour na Congo? Te, nauti kolobawa que Covid est utaki na Congo te. Covid est utaki na Chine et BBC mokili mobimba. Biso, problème na biso est que toza na ba nyama ebele parce que toza na forêt monene. Si on a ba nyama ebele wana nyama moko singe nde amemi bokono wana tobenga variole ya singe.
ceux qui batobatiki kolia banyama wana na bisika wana bokono wana pe ekokita ceux qui batobatiki kolokota banyama basi bakufi bokie bolambi yango bolé bokono wana ekosila ezate que Congo ezali plus exposé que mboka mususu ezate tout simplement que ceux qui tozana banyama ebele o bakoma bokono wana malheureusement de temps en temps bokono wana ko utana nyama et combien pas boto ce n'est pas que Congo est plus exposé qu'un autre si ko pona kolenge la pona ko soigner du Cambona problème est que il faut que zobato en charge il faut que vacciner bango il faut que pekisa bokono wana kenda liboso en prenant les mesures d'hygiène. Hygiène, kosokola maboko, na savon, kozoba gel, otochaka na maboko, et puis éviter babilamba na babilo comme azobela asimbi. Voilà. On va partager justement les premiers documents que vous nous avez donnés, qu'on a synthétisés pour que les médias puissent bien comprendre ce que c'est le monkeypox et quelles sont les mesures qu'il faut prendre. Vous avez parlé de propreté, des lavages de mains, quelles sont les précautions qu'on peut prendre pour éviter la propagation de cette maladie. Et le ministre a dit quelque chose de très important, que nous avons un centre d'opération d'urgence de santé publique, COUSP, qui s'occupe de traiter tous les cas. Il faut que ceci soit bien clair pour tous les professionnels de médias. Comme ça, nous allons passer des signaux rassurants et nous assurer que nous avons compris la maladie. Avant de conclure, je vais rapidement répondre à la question de M. Moulegua tout à l'heure sur les gesticulations du président rwandais. On dit monter, il en restera toujours quelque chose. Sur les sorties du président Kagame, vous allez noter qu'il y a beaucoup de contradictions sur le nombre, pour commencer par là, parce qu'il parle des réfugiés tout le temps. Tantôt c'est 100 000, parfois c'est 70 000, aujourd'hui il parle de 130 000, mais tout ça c'est illustratif justement du mensonge qui les caractérise, parce que comment expliquer que nous accumulons de masse des déplacés internes de l'ordre de 3,5 millions et qui continuent de dire qu'il y a des Congolais qui traversent la frontière pour aller chez lui. C'est totalement faux, mais c'est dans son narratif habituel. Et d'ailleurs, je dois rappeler que sur cette question spécifique des réfugiés, en novembre de l'année dernière, nos experts et ceux du Rwanda se sont mis d'accord sous des auspices des HCR à la suite de la réunion qu'il y avait eu à Genève entre les ministres Lutundula à l'époque et son homologue rwandais, qui avait plafonné les chiffres des réfugiés congolais évalués à peu près 82 000, qui sont là d'ailleurs depuis plusieurs années au Rwanda du fait des gesticulations rwandaises en République démocratique du Congo. Donc c'est un faux fuyant comme il a l'habitude de le faire. Sur la question des FDLR, vous savez que le président de la République l'a dit, que nous devons dialoguer ou parler avec le Rwanda sur ces questions-là, notamment dans le cas du processus de Luanda, pour en finir avec cet éternel prétexte, parce que je rappelle que les FDLR tuent d'abord en République démocratique du Congo. Il faut noter que le président angolais était ici en ces débuts de semaine, il a rencontré le président de la République et nous pensons que c'est dans ces cadres-là que les questions doivent être réglées, parce que nous avons suivi dans les médias, nous avons aussi entendu qu'il y a une tentative où qu'on amène des gens dans nos territoires disant que c'est des Congolais, c'est des réfugiés, mais c'est totalement d'abord irrégulier et pas du tout faisable, parce que contraire à ce qui a été communément convenu à Genève et dans les cadres de différents processus, parce que cette question, elle pourra être réglée après avoir réglé la question principale, celle de l'agression, du retrait des troupes rwandaises et tout ce qui s'ensuit comme corollaire suivant les schémas tracés par les processus de Luanda. Donc il n'a pas à se détourner, il a plutôt à s'inscrire dans ce qui avait été communément convenu et sur lequel nous tenons. Monsieur le ministre, nous avons terminé cet exercice. Il y a évidemment un besoin pour nous de communiquer davantage, donc nous pourrons encore avoir l'occasion de revenir sur ces briefings pour être sûr que nous communiquons régulièrement comment la question évolue. Il y a des mesures qui sont prises essentiellement au niveau du gouvernement pour traiter les cas qui ont été identifiés. Il y a la mesure d'hygiène que nous devons recommander. Le ministre a très peu recommandé le recours aux viandes boucanées pour nos tables, surtout dans les zones environnantes. C'est
des mesures, des précautions qui doivent être bien comprises pour qu'elles ne fassent pas l'objet d'une quelconque forme de confusion. Et nous, on va s'assurer de communiquer régulièrement et dans la transparence pour qu'ensemble, nous puissions nous mobiliser et lutter contre cette épidémie du monkeypox. Monsieur le ministre, nous avons terminé. Oui, on a terminé. Je répète tout simplement qu'il n'y a pas besoin de s'alarmer. La mesure d'urgence de portée internationale est plus pour mobiliser les États à se mettre ensemble pour lutter contre cette maladie. Voilà, merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cet exercice de redevabilité et nous vous disons à la prochaine. Merci beaucoup. Merci.